Bonjour, on se retrouve encore une fois dans ce cours pour terminer le cours sur le métabolisme et dans cette partie, on va s'attaquer au métabolisme des acides nucléiques. En effet, les acides nucléiques, comme vous le savez, fait partie des quatre composés organiques, à savoir les glucides, les lipides, les protéines et puis les acides nucléiques. Voici le plan que je vous propose pour ce cours. D'abord, des généralités, je vais vous rappeler un peu des acides nucléiques, question de nous mettre tous d'accord sur les mêmes définitions et des différents concepts, à savoir les nucléosides, les chromosomes, etc. Et puis une deuxième partie, donc, dans laquelle on va donc étudier le métabolisme proprement dit des acides nucléiques, dans lequel on va aborder le problème de la digestion et absorption, comme on l'a fait pour les glucides, les lipides et les protéines. Et ensuite, on va voir donc le métabolisme des nucléotides puriques, dans un premier temps, avec la biosynthèse donc du RPP, le phosphoribosyle pyrophosphate, qui est un précurseur donc commun pour les deux types de nucléotides, à la fois puriques et pyrimidiques. On va voir la biosynthèse des bases puriques, la biosynthèse de l'IMP et sa régulation, le passage de l'IMP à l'AMP et GMP, donc les deux nucléotides puriques. On va voir aussi les réactions de récupération, ces réactions qui vont permettre à la cellule donc de gagner à la fois du temps et de l'énergie, parce que, comme vous le savez, les acides nucléiques, c'est des macromolécules très complexes. Et puis la cellule va trouver un moyen donc pour les synthétiser avec le moindre coût possible. Donc en utilisant soit des produits de déchets provenant donc des dégradations des anciens acides nucléiques, ou bien il va utiliser donc les acides nucléiques, les bases et les produits donc qui proviennent de l'alimentation. Voilà de quoi il s'agit dans ces réactions de récupération. Et on va terminer donc avec le catabolisme des bases puriques, et on va faire la même chose pour le métabolisme des nucléotides pyrimidiques. On va d'abord étudier leur biosynthèse, la biosynthèse donc de ces bases du cycle pyrimidique. On va voir ensemble la liaison avec ce fameux précurseur, le phosphoribosyle pyrophosphate, et la formation donc de l'acide orotique, l'OMP. Et puis le passage de l'EMP à l'UMP, puis à l'UTP. Les deux, donc, le premier nucléotide donc pyrimidique qu'on trouve dans l'ARN, et puis le passage de l'UTP au CTP, donc le nucléotide pyrimidique donc qu'on trouve aussi au niveau de l'ADN et de l'ARN. Il nous restera donc à biosynthétiser donc le nucléotide qui a comme base la thymine. Donc on va utiliser l'UMP cette fois-ci et on va voir comment la cellule va faire pour passer de l'UMP au TMP. Et bien sûr, on va finir notre cours par une conclusion dans laquelle je vais insister sur les points essentiels qu'il faut retenir donc à la fin de ce cours. Voilà, donc sans tarder, on va parler un peu des rappels, comme je vous ai dit. Et n'hésitez pas d'aller jeter un coup d'œil donc sur votre cours donc antérieur sur les structures et les propriétés physico-chimiques des acides nucléiques. Alors c'est quoi les acides nucléiques? Bon, c'est un terme désignant un composé constitué d'un enchaînement linéaire de nucléotides. Et les acides nucléiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils constituent une des 4 principales classes de composés organiques nécessaires à la cellule avec les glucides, les lipides et les protéines. Les acides nucléiques sont aussi des polymères de nucléotides. Et il existe 2 acides nucléiques. L'acide désoxyribonucléique, c'est l'ADN, ou DNA pour les anglo-saxons, et l'acide ribonucléique, ARN, ou RNA pour les anglo-saxons. L'ADN, comme vous le savez, est le support de l'information génétique qui est transmise de génération en génération, et l'ARN sert d'intermédiaire dans la transmission de l'information génétique de l'ADN
aux protéines. Le chromosome. Un chromosome est un élément microscopique constitué d'une molécule d'ADN et de protéines. Ces protéines, ce sont les histones, c'est-à-dire des protéines basiques. Et puis, il y a des protéines non histones qui sont acides. Ce chromosome, il porte les gènes, qui sont, comme on l'a dit, support de l'information génétique, et qui sont transmis des cellules mères aux cellules filles lors des divisions cellulaires. L'être humain possède 46 chromosomes, répartis en 23 paires, 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes ou chromosomes sexuels appelés X et Y. Les hommes possèdent un chromosome X et un chromosome Y, alors que les femmes possèdent 2 chromosomes X. Voilà. Je viens donc de vous dire que dans la plupart des cellules de notre corps, il existe 23 paires de chromosomes. Ils constituent notre génome et sont constitués d'ADN. Chaque chromosome est une longue double hélice d'ADN. Voilà. On la voit ici, la double hélice. Si on déroule donc ce chromosome, on tombe sur cette double hélice ici. Ici, on met bout à bout les 46 chromosomes que contient la cellule. L'ADN qu'on obtiendrait aurait 2 mètres de longueur. Et pourtant, ça rentre bien dans une cellule. Une cellule qui ne fait que 1 centième de millimètre. Et où est-ce qu'on trouve cet ADN? On le trouve dans le noyau, cet organisme qui ne mesure qu'1 millième de millimètre. Donc, comment les cellules ils font pour intégrer cette macromolécule? Ben, la réponse est simple. C'est une compaction méthodique. Donc, la cellule va compacter cet ADN pour obtenir justement quelque chose de très petit et de très compact. Alors, comment ça va se passer? Le premier assemblage de l'ADN autour de protéines, et ça donne donc ce qu'on appelle les nucléosomes. Donc, cette structure qu'on voit là, des sortes de perles, de colliers en perles, avec les perles qui sont distancées les unes des autres. Voilà, donc structure en forme de collier. Le deuxième assemblage, c'est un enroulement de cette chromatine sur elle-même. Donc, on ne parle plus donc d'ADN, mais de chromatine. Ça constitue donc une sorte de fibre qui est 15 fois plus large que la double hélice de départ. Et cette fibre donc va former des boucles dans nos noyaux. Et ces boucles ou chromosomes, ils vont occuper des territoires chromosomiques particuliers, avec les chromosomes actifs. Et quand je dis actifs, il faut penser donc niveau transmission donc du code génétique. Ces chromosomes actifs, donc ils vont avoir une place à l'intérieur, au milieu du noyau, alors que les autres vont se placer à l'extérieur. Et voilà, on aura un troisième assemblage de ces boucles. Ils vont s'entourer sur d'autres structures protéiques. Et pour obtenir à la fin, donc, ce que on appelle tous des chromosomes. Mais ceci ne se passe qu'au moment de la division cellulaire. En effet, là j'ai posé la question, pourquoi la forme X, cette forme X qu'on voit ici? C'est un abus de langage parce que justement les chromosomes n'ont pas cette forme X. Cette forme X n'existe que pendant un moment bien déterminé de la cellule. C'est quand la cellule ou quand le chromosome va se répliquer et donner 2 chromatides. C'est à ce moment-là que le chromosome prend la forme X. Mais sinon, il est plutôt sous forme de bâtonnet. Ces boucles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui s'entourent sur elles-mêmes et sur d'autres protéines, et ils ont plutôt la forme d'un I. Donc retenez bien la forme X qu'on a l'habitude donc de décrire ces chromosomes n'existe en réalité que pendant la reproduction, pendant la division donc des cellules. On passe à autre chose, donc et on va étudier maintenant les constituants donc de cet ADN et cet ARN. On va commencer par les bases azotées. Et comme vous le savez, donc il existe 2 types de bases. Les bases puriques, qui proviennent des purines,
et les bases pyrimidiques qui viennent des pyrimidines. Alors on commence par les pyrimidines. Ici en haut, on voit qu'ils sont en nombre de 3. La cytosine, qui a une fonction NH2 et une fonction cétone sur le cycle. C'est pour ça qu'on parle de cycle pyrimidique. La deuxième base, c'est la thymine, qu'on trouve au niveau de l'ADN. Là, on n'a pas la fonction NH2 qui existait dans la cytosine, mais on a deux fonctions cétone avec un méthyle, ici. Et puis, la troisième base pyrimidique, qui est l'uracile, qu'on trouve, elle, dans le RNA, et pas dans le DNA, contrairement à la thymine. Donc, dans le RNA, la thymine est remplacée par l'uracile. Voilà les trois bases pyrimidiques. Pour les bases pyriques, il y en a deux, l'adénine et puis la guanine. Si vous regardez bien, l'adénine a une seule fonction NH2 ici, deux cycles. Et puis, la guanine, la même chose, deux cycles, il s'agit du même cycle, mais avec des constituants différents. Le NH2, il est sur ce carbone, et là où il y avait NH2, dans l'adénine, on a une fonction cétone. Deuxième constituant, donc des acides nucléiques, les pentoses. Et qui dit pentose, donc dit des sucres à 5 carbones. Là, on va trouver donc deux types, comme vous le savez. Le ribose, ici à droite, qui a toutes ses fonctions alcool, ici, là, là et là. Et puis le désoxyribose, qui a perdu ici une fonction OH, qui est devenu, ici, un atome d'hydrogène. C'est pour ça qu'on l'appelle désoxyribose. Alors le désoxyribose, c'est lui qui a donné le nom à l'ADN, acide désoxyribonucléique, et le ribose, c'est lui qui donne le nom à l'acide nucléique où il se trouve, c'est-à-dire l'ARN, acide ribonucléique. Maintenant qu'on a vu les bases et qu'on a vu les sucres, on passe donc au nucléotide. Et c'est quoi le nucléotide? C'est l'association entre la base azotée, qu'on a vu, le sucre, le pentose, et puis un phosphate. Si vous regardez la structure en détail, elle est là, à droite, pour voir un peu le mode de liaison entre ces trois types de molécules. Voilà, maintenant qu'on a formé notre nucléotide, on va voir un peu comment vont se lier deux nucléotides à la fois. Et ils vont se lier avec la liaison nucléotidique. Cette liaison nucléotidique, si vous regardez ici ce dessin, il y a ici un nucléotide en haut, phosphate, ribose et la base, désoxyribose plutôt et la base. Ici en bas, un deuxième nucléotide, toujours phosphate, désoxyribose et la base. Et on voit qu'ils sont reliés par un autre phosphate ici, par la liaison 3', 5'. Donc c'est une liaison ester. Et comme il existe en double, ici et là, on va parler de liaison phosphodiester. Donc, deux fois estérifié. Donc voilà comment se passe la liaison entre deux nucléotides et qu'on va trouver à la fois dans l'ADN et dans l'ARN. Et si on polymérise plusieurs nucléotides, donc voilà, on va obtenir donc des chaînes donc de nucléotides reliés les uns aux autres par ces fameuses liaisons phosphodiester. Là, 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 que ce soit au niveau de l'ADN ou que ce soit au niveau de l'ARN. Voilà. Et n'oubliez pas, au niveau de l'ADN, il y a la thymine comme base, qui n'existe pas au niveau de l'ARN, mais il est remplacé par l'uracile. Voilà, si on pousse encore un peu la structure, on voit que l'ADN, comme vous le savez, c'est une double hélice. On en a parlé dans les généralités tout à l'heure. Alors, il y a deux feuillets de nucléotides, de polynucléotides, qui vont se mettre ensemble pour former cette hélice. On voit ici à droite. Voilà. Et les phosphates sont donc rejetés à l'extérieur donc de ces hélices, alors que les bases sont orientées vers l'intérieur. Et on voit qu'il y a ici deux liaisons, deux ponts hydrogènes entre
l'adénine et la thymine. Par contre, il y en a 3 entre la guanine et la cytosine. Donc, c'est ces liaisons qui permettent donc la structure spatiale donc, de l'ADN sous forme d'hélice. Donc, il y a un contournement ici, la molécule va tourner autour d'elle-même, autour d'un axe ici, pour former donc cette hélice. Donc, 2 hélices, ici, 2 feuillets sous forme d'hélice qui vont donc tourner pour former une double hélice qui est l'ADN. Et on arrive donc au rôle donc, de ces acides nucléiques. Et on l'a dit, vous l'aviez vu donc, plusieurs fois dans vos cours antérieurs, l'ADN, c'est le siège de l'information génétique qui sera transmise donc, de génération en génération. Et n'oubliez pas, vous avez toujours dans l'esprit le dogme central de la biologie, ADN, transcription ARN, traduction, protéines. Donc les acides aminés vont former les protéines et les nucléotides vont former l'ADN ou bien l'ARN après transcription. Vous savez qu'il y a une seule molécule donc d'ADN, alors qu'il y aura plusieurs types d'ARN, comme il y a plusieurs types de protéines. Alors quels sont les types d'ARN qu'on connaît? On a les ARN donc, qui participent à la traduction, c'est-à-dire à la formation, à la biosynthèse des protéines. Il s'agit de l'ARN messager, avec 5% des ARN, l'ARN ribosomal, 80%, et l'ARN de transfert, le plus petit. Alors ces 3 ARN vont jouer un rôle dans la biosynthèse des protéines, comme on l'a vu dans le cours des protéines. Un autre type donc d'ARN, le snRNA, et qui va jouer un rôle dans la maturation de l'ARN messager. D'autres ARN, comme les siRNA, les miRNA et les aRNA, vont, elles, jouer un rôle dans la régulation de transcription des gènes. Et puis un dernier type, qui a été découvert dans les années 80, il s'agit du ribosyme. Ribosyme, comme son nom l'indique, c'est de l'ARN mélangé avec des protéines et qui va avoir un rôle catalytique, exactement comme une enzyme. Voilà donc les types d'ARN qu'on trouve dans les cellules. Et maintenant, on passe dans la partie essentielle, dans la partie principale donc, de ce cours, à savoir le métabolisme des acides nucléiques. Alors, le métabolisme des nucléotides, il comprend le catabolisme digestif des nucléotides, c'est-à-dire l'hydrolyse des acides nucléiques alimentaires par les ribonucléases, par les désoxyribonucléases du tractus intestinal, et par les nucléosidases. Le produit donc de cette attaque, de cette digestion, il y aura donc libération de phosphate, du ribose et des bases libres, donc les constituants des nucléotides. Et la plupart des bases, ils vont être dégradées et excrétées. On aura aussi la synthèse de nouveau des nucléotides. Donc la cellule va pouvoir donc dépenser beaucoup d'énergie, beaucoup de temps pour synthétiser elle-même donc ces nucléotides à partir d'intermédiaires métaboliques. Et puis on parlera du catabolisme tissulaire des nucléotides issu donc du renouvellement des acides nucléiques. Donc ça c'est dans la vie naturelle d'une cellule. Une cellule vit et meurt, et après la mort, donc la digestion, la dégradation donc, des constituants de la cellule, notamment les nucléotides, on va pouvoir donc donner des sous-produits que la cellule va utiliser, comme je vous ai dit donc, dans l'introduction, pour son économie. Et puis, il y aura ce problème donc, de recyclage des bases. Donc ces sous-produits dont je viens de parler vont être recyclés et vont donner de nouveaux nucléotides, surtout puriques. Et comme vous allez voir, donc la synthèse donc, des nucléotides surtout puriques
demande beaucoup d'énergie à la cellule. C'est pour ça, donc, elle a trouvé ce moyen de recyclage. Elle va recycler donc des produits déjà existants pour gagner un peu d'énergie et faire de l'économie. Donc, voyons voir un peu tout ça en détail et on va commencer par la digestion et l'absorption donc des acides nucléiques. Alors, on a l'ADN et l'ARN alimentaires. Ces deux types d'acides nucléiques, ils proviennent donc des aliments. On les trouve dans toutes les cellules, que ce soit végétales, animales qu'on mange. Ils vont être d'abord attaqués surtout au niveau de la lumière de l'intestin grêle par des nucléases. Et on va obtenir des nucléotides. Ces nucléotides, dans la bordure en basse, toujours de l'intestin, ils vont être attaqués par des nucléosidases et des phosphatases. Et on aura donc les produits constituants de ces nucléotides, à savoir les bases, les sucres et le phosphate. Ces derniers, par un transport actif, ils vont se retrouver dans le sang et partir donc vers les sites utilisateurs, notamment le foie. Voilà donc un schéma général, une vue globale de la digestion et du catabolisme des acides nucléiques, donc acides nucléiques alimentaires. Niveau de l'intestin, des hydrolyses enzymatiques, on obtient donc des nucléotides. Voilà. Les phosphatases vont libérer d'un côté l'acide phosphorique et de l'autre des nucléosides qui vont être attaqués à leur tour par des nucléosidases, toujours au niveau de l'intestin. Et on va obtenir des bases azotées et des oses. Et ces trois sous-produits, l'acide phosphorique, l'ose et la base, ils vont être absorbés par un transport actif au niveau de l'entérocyte et vont se retrouver dans le sang. Alors, comment ça va se passer la biosynthèse des acides nucléiques? Alors, cette synthèse, elle va comprendre deux grandes étapes. D'abord, on va fabriquer du ribo ou des oxyribonucléotides, puriques ou pyrimidiques. Et une fois qu'on fabrique notre nucléotide, il y aura la polymérisation, soit en ARN, soit en ADN. Voilà. Et la cellule, donc, ne va pas faire de différence entre les nucléotides nouvellement synthétisés ou bien ceux qui sont fournis par l'alimentation ou par la dégradation des acides nucléiques. Voilà, donc retenez bien, le scénario est le suivant. D'abord, biosynthèse des nucléotides et ensuite polymérisation et obtention de nos acides nucléiques, ARN ou ADN. Et on va commencer par la biosynthèse des nucléotides puriques. Alors, quels sont les acteurs qui vont agir pour nous donner donc ces nucléotides puriques? Deux sont principaux. D'abord, le ribose phosphate, une molécule que vous connaissez très bien. Il va donner le précurseur dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le phosphoribosyl pyrophosphate, le PRPP. Retenez bien ce nom, parce que vous en avez besoin, on aura besoin tout à l'heure, tout le long de ce cours. Le PRPP, phosphoribosyl pyrophosphate. Ce n'est autre que la forme active du ribose phosphate. C'est le ribose phosphate auquel on va rajouter un pyrophosphate, le PRPP. Et puis des bases puriques. Parce que n'oubliez pas, on est en train de fabriquer dans la première partie des nucléotides puriques. Donc on va d'abord biosynthétiser ces bases puriques. Donc, soit on va utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, des bases déjà existantes dans la cellule et que proviennent des dégradations des anciens acides nucléiques, ou bien on va synthétiser de nouvelles bases puriques. Et quand on va faire du PRPP et des bases puriques, donc il suffit de relier les deux et on obtient nos nucléotides puriques. Maintenant, la question qu'on peut se poser, d'où vient ce ribose 5-phosphate qui va donner le PRPP? Ben, la réponse, vous la savez, on l'a vu dans le métabolisme des sucres. Rappelez-vous le cycle des pentoses phosphate. On était parti du glycose 6-phosphate et par une voie oxydative et par plusieurs voies d'interconversion, on avait obtenu du ribulose 5-phosphate qui nous avait donné par isomérisation du ribose 5-phosphate. Et ce ribose 5-phosphate que la cellule va donc utiliser pour fabriquer le PRPP.
Et le PRPP, maintenant, si on arrive à fabriquer à côté des bases puriques, donc les deux vont s'associer pour donner des nucléotides puriques. Donc voilà, pour ceux qui ont oublié un peu d'où vient le ribose 5-phosphate, ils peuvent donc retourner vers le cours donc, des glucides, le métabolisme des glucides, où on a étudié le cycle des pentoses phosphates. Voilà, alors on va commencer par fabriquer des bases puriques. Et dans un deuxième temps, on va fabriquer le PRPP et on va relier les deux. Donc, pour fabriquer les bases puriques, on aura besoin de composés qu'on connaît très bien, les acides aminés. Les acides aminés, ils vont fournir, donc ils seront des donneurs d'azote. C'est le cas de la glutamine, la glycine et l'acide aspartique. Et les carbones donc, de ces bases puriques, ils vont provenir de la glycine, de l'acide formique et du CO2. Donc voilà comment on va utiliser donc, ces acides aminés et cet acide formique et du CO2 pour fabriquer donc, des bases puriques. Donc regardez bien ce dessin en bas. On vous montre ici l'origine, la source donc, de chaque atome ici de la base purique. On commence par ce carbone-là. Par exemple, le carbone 8, il va provenir de l'acide formique. Voilà. L'azote de la glutamine. Et ça, je vous envoie donc au métabolisme des protéines. On avait dit que la glutamine était la forme de transport justement de l'azote, donc de l'ammoniac, qui était dangereux pour l'organisme. Donc la glutamine était la forme de transport. Et elle va donc fournir cet azote aux composés qui en ont besoin, notamment aux cellules qui sont en train de fabriquer les bases puriques. La glutamine va fournir aussi ce deuxième azote. Par contre, le troisième azote de la base purique, il provient, lui, de l'acide aspartique. Alors, l'acide formique qui nous a donné le carbone 8, il va nous donner aussi le carbone 2. Et il nous reste le carbone 6, lui, il vient de l'acide carbonique, c'est-à-dire du CO2. Et puis, l'azote numéro 7, il ne vient pas de la glutamine comme l'azote 3 et 9, mais lui, il vient de l'acide aminoglycine. Voilà donc un peu l'origine des atomes de ces bases puriques. Donc, avant d'aborder un peu les voies métaboliques qui nous donnent ces bases puriques, on va parler un peu de l'acide folique. L'acide folique ou la vitamine B9. Alors, à quoi il sert l'acide folique? L'acide folique, l'homme ne peut pas le synthétiser, c'est pour ça qu'on le classe parmi les vitamines, on le classe comme une vitamine B9. Et cet acide folique, il va fixer d'une manière réversible sur des atomes N5 et N10. Si on regarde ici, voici à quoi ressemble l'acide folique. Et voici l'azote 10 et l'azote 5 qui vont fixer un méthyle. Donc, ils vont transporter un méthyle et le donner aux cellules en cas de besoin. Donc, en cas de fabrication d'un composé qui a besoin d'un carbone, ça sera justement cet acide folique sous cette forme qui va lui fournir ce carbone. Alors, comment ça va se passer? Voici notre acide folique, ici la formule chimique ou la structure donc, de cet acide folique, avec ces deux doubles liaisons sur ce cycle. Alors ces doubles liaisons, ils vont se réduire. D'abord, on va réduire celle du haut, on va obtenir l'acide dihydrofolique, et on va réduire la deuxième du bas, et on obtient donc, ici, et on obtient l'acide tétrahydrofolique. Parce que quand on dit on va réduire la double liaison, on va rajouter 2 atomes d'hydrogène, un de chaque côté. Donc, quand on réduit les 2 doubles liaisons, on a rajouté 4 atomes d'hydrogène. C'est pour ça qu'on parle d'acide tétrahydrofolique. Voici
l'acide tétrahydrofolique, qu'on note THF ou FH4. Et cet acide tétrahydrofolique, c'est lui qui va prendre en charge donc les chaînons monocarbonés comme les méthyles. Entre donc ces deux azotes ici, marqués en rouge. Et on obtient cette molécule que vous avez en détail ici à gauche, c'est-à-dire l'acide N5N10 méthylène tétrahydrofolique. Elle est là. Une remarque ici, cet acide tétrahydrofolique, il ne va pas transporter uniquement des méthyles, il peut transporter d'autres fonctions. Par exemple, des fonctions méthylènes, CH2, au méthényl, CH, des fonctions formyl, CHO, formimino, CHNH, et hydroxyméthyl, CH2OH. Donc voilà, c'est des chaînons, tous des chaînons monocarbonés où il y a un seul carbone. Donc à chaque fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on a besoin d'un carbone quelque part pour fabriquer donc un composé donné, on va faire appel à l'acide tétrahydrofolique pour nous fournir ce carbone. Donc je ferme la parenthèse et on revient donc au métabolisme, à la biosynthèse donc des nucléotides puriques. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va d'abord synthétiser le PRPP, phosphoribosylpyrophosphate, et on va fabriquer notre base purique, et après on va assembler les deux. Et on va obtenir des nucléotides puriques qui sont, comme vous le savez, l'adénosine monophosphate ou bien la guanosine monophosphate. Voilà les deux nucléotides puriques. Voilà donc le chemin qu'on va suivre. Alors voyons voir un peu en détail cette biosynthèse des bases nucléotides puriques. Donc première chose, fabrication du PRPP. Alors pour fabriquer ce PRPP, le phosphoribosylpyrophosphate, je vous ai dit tout à l'heure qu'on a besoin du ribose 5-phosphate, qui maintenant, on le sait tous, il vient du cycle des pentosephosphates. Alors ce ribose 5-phosphate, grâce à une PRPP synthétase, en présence d'ATP, on va obtenir donc le PRPP, le 5-phosphoribosylpyrophosphate. Donc 5-phosphoribosylpyrophosphate. Et c'est ce fameux PRPP qui va nous servir comme précurseur pour la synthèse de ces nucléotides puriques. Alors, une remarque que je fais tout de suite ici, l'ATP, le coenzyme là, il va jouer à la fois un rôle comme donneur d'énergie et comme donneur de pyrophosphate. Donc la partie pyrophosphate qu'on a collée ici sur le ribose 5-phosphate, et on a libéré l'AMP. Et une deuxième remarque, les nucléotides puriques, ADP et GDP, qui sont les produits finaux qu'on cherche à synthétiser, ils viennent inhiber cette première étape de formation de PRPP. Donc, la fameuse régulation par rétro-inhibition. Les produits viennent réguler eux-mêmes la première étape de leur biosynthèse. Alors voilà sur cette diapositive ces voies lourdes de biosynthèse, donc des nucléotides puriques, et on va, ces réactions et son nombre de 10, et le point de départ est ici en haut à gauche, notre fameux PRPP qu'on vient de fabriquer à partir donc de l'ATP et du ribose phosphate. Voilà notre PRPP, et maintenant on va lui fixer donc des composés jusqu'à l'obtention de notre nucléotide final. Alors la première réaction va permettre donc à la glutamine de fixer la fonction NH2. Et on va obtenir le 5-phosphoribosylamine. Voilà. Ça, c'est le 5-phosphoribosylpyrophosphate. Maintenant, il y a une fonction aminée ici, avec coupure ici de la liaison PP. Il est libre ici. Et la partie NH2 vient de la glutamine qui se transforme en acide glutamique. Et on obtient le 5-phospho
ribosylamine. Deuxième réaction, intervention donc d'un deuxième acide aminé et de l'ATP, et on obtient donc la partie phosphoribosyle qui reste toujours constante tout le long des voies métaboliques, et sur cette fonction NH2, on va fixer donc notre glycine. Et on obtient la glycinamide ribonucléotide. Là, il est là. Troisième réaction, notre indice formyle tétrahydrofolique qu'on vient de voir sur la diapositive précédente qui va nous fournir un carbone. Et on va obtenir cette molécule. Donc notre aldéhyde qui était transporté par le tétrahydrofolique, il vient se fixer sur cette fonction NH2 libre de la glycine. Et on obtient donc cette molécule qui n'est autre que le N-formyle glycine amide ribonucléotide. Quatrième réaction, une deuxième molécule de glutamine va faire la même chose que la première réaction. Il va fournir donc encore une fois la fonction amine qui va remplacer donc la fonction cétonique ici, en présence donc de l'énergie de l'ATP. Et on obtient à la N-formyle glycine amidine ribonucléique. Et puis maintenant, en présence d'ATP, on va donc cycliser et on obtient donc l'amino-imidazole ribonucléique. Ici. Et le R ici, c'est toujours cette partie donc, de la molécule, le ribose phosphate. Une carboxylation qui va nous permettre de passer à cette molécule. On va carboxyler ici ce cycle qu'on vient de former et on obtient l'amino-imidazole carboxylique acide ribonucléique. Un acide aspartique va se coller, va s'associer en présence d'ATP et on va obtenir l'amino-imidazole succinocarboxamide ribonucléique. Libération du fumarate et on obtient ici, comme il y a une fonction amidée ici, on va obtenir l'amino-imidazole carboxamide ribonucléique. Une deuxième molécule de l'acide tétrahydrofolique, toujours avec une fonction formyle, qui va donc se coller ici au bout sur le NH2 libre, ici, on la voit ici, et on obtient donc le formamido amino-imidazole carboxamide ribonucléique. Et la dernière étape, c'est une déshydrolyse, donc on enlève une molécule d'eau et on obtient l'IMP ou l'acide inosinique. Nous voilà l'IMP. Et l'IMP, il va pouvoir fournir ou fabriquer, produire de l'AMP d'un côté et du GMP de l'autre. Donc c'est un précurseur pour les deux nucléotides puriques et on va voir un peu comment après. Voilà donc les 10 réactions, le détail des 10 réactions. Donc comme vous le voyez, c'est un chemin très long que prend donc la cellule et pour former donc les nucléotides puriques. Des remarques, on va utiliser plusieurs acides aminés, de la glutamine, de la glycine, de l'acide aspartique. On a utilisé donc de l'acide tétrahydrofolique. On a utilisé beaucoup d'ATP. Une ATP pour justement former le PRPP et 4 ATP, on les voit ici en rouge, pour former nos nucléotides puriques. Donc beaucoup d'énergie dépensée par la cellule dans cette voie métabolique. Alors faisons un peu le bilan, à la fois énergétique et en composé de cette voie métabolique de biosynthèse donc des nucléotides puriques.
On vient de le voir, donc on est parti du ribose 5-phosphate, utilisation de 2 glutamines, une glycine ou un glycocol, un acide aspartique, donc tout ça c'est des acides aminés, donc 4 acides aminés utilisés, 2 acides tétrahydrofoliques pour justement coller les chaînons monocarbonés et 5 ATP au total. Les produits sont l'IMP, on a formé donc le nucléotide, le fameux précurseur du nucléotide purique. Les 2 glycines vont se transformer en 2 acides glutamiques. L'aspartique, quand il est rentré, il a permis, après la libération du fumarate, de l'acide fumarique. Les formules, l'acide tétrahydrofolique sous forme donc de chaînons monocarbonés transportés, il va donner 2 acides tétrahydrofoliques. Et les 5 ATP, après utilisation, ils vont donner 5 ATP. N'oubliez pas les 2 ATP pour régénérer de la glutamine à partir de l'acide glutamique, une désamination oxydative qui utilise donc de l'ATP. Donc je vous renvoie un peu au métabolisme des protéines pour voir ça. Et puis, pour revenir de l'acide tétrahydrofolique EON, formule tétrahydrofolique, il nous faut aussi de l'énergie. Et comme il y en a 2 ici, donc on va devoir faire appel à 2 ATP. Donc si on fait un total des ATP dépensés par molécule d'IMP synthétisée, on voit qu'il y a 9 ATP, 9 molécules d'ATP par molécule d'IMP synthétisée, donc beaucoup d'énergie pour la cellule. Alors, quelles sont les enzymes utilisées donc, lors de cette voie biosynthétique des nucléotides puriques? Les étapes 2, 3 et 5 de la synthèse de l'IMP, ils sont catalysés par une même multi-enzyme, donc un complexe multi-enzymatique, qui catalyse l'addition de la glycine, le transfert du formyle à partir de tétrahydrofolique et la cyclisation. Donc, je reviens en arrière pour vous montrer un peu cette voie, la deuxième voie ici, la troisième et la cyclisation ici. Donc, 2, 3 et 5. 2, 3 et 5. Ils utilisent le même complexe enzymatique. Donc la cellule, comme vous l'aviez dû remarquer tout le long de ce métabolisme, depuis le début qu'on a parlé donc, du métabolisme des glucides, des lipides et des protéines, la cellule travaille souvent par union de plusieurs enzymes sous forme de complexes. On l'a vu, rappelez-vous, lors par exemple du passage pyruvate acétate, acétyl-CoA. On avait utilisé donc comme complexe la pyruvate déshydrogénase qui, au fait, c'était un complexe multi-enzymatique qui, rappelez-vous, utilisait 5 coenzymes à la fois. Donc la même chose ici, dans le métabolisme des nucléotides puriques, on va utiliser, la cellule va utiliser plusieurs complexes multi-enzymatiques. Une deuxième multi-enzyme, un deuxième complexe multi-enzymatique va catalyser, lui, les réactions de carboxylation à l'étape 6 et l'addition de l'aspartate à l'étape 7. Une troisième multi-enzyme va catalyser les étapes 9 et 10, les dernières étapes, transfert d'un deuxième formyle à partir de tétrahydrofolique et la deuxième cyclisation, donc la cyclisation finale. Donc voilà donc, ces voies métaboliques qui sont très longues et très lourdes en termes d'énergie. Ils vont utiliser 3 complexes multi-enzymatiques pendant donc, ces voies de biosynthèse des nucléotides puriques. Alors, comme je le dis souvent, on ne peut pas parler de voie métabolique sans parler de régulation. Les deux sont associés. Alors, comment se passe la régulation de la synthèse de l'IMP? Alors, on a vu un exemple tout à l'heure. Les nucléotides puriques, qui sont les produits de cette voie métabolique, ils vont venir par rétroinhibition inhiber la formation du PRPP. Ici, on bloque la formation du PRPP, on a beau fabriquer notre base purique, on ne peut pas fabriquer les nucléotides. Alors, la deuxième réaction, c'était la formation à partir du PRPP en phosphoribosylamine
toujours les nucléotides puriques, AMP, GMP et l'IMP, qui sont des produits donc, de cette voie métabolique, vont venir inhiber, encore une fois, à ce niveau-là. Et puis, on avait utilisé l'acide tétrahydrofolique, le fameux transporteur des chaînons monocarbonés, et justement, il y a des médicaments qu'on appelle des antifolates, qui vont à l'encontre justement de ce transfert des chaînons monocarbonés par l'acide tétrahydrofolique. Donc, ces médicaments, qui sont des antifolates, donc ils vont bloquer le transfert de ces chaînons monocarbonés, par conséquent, ils vont bloquer la suite donc, des réactions de la phosphoribosyle-amine jusqu'à l'IMP, parce qu'on ne peut plus coller les carbones. Maintenant qu'on a fabriqué notre IMP, inosine 5' monophosphate, donc ce nucléotide intermédiaire, je vous ai dit tout à l'heure que c'est lui qui va donner la naissance aux deux nucléotides puriques qu'on trouve au niveau donc, des acides nucléiques, l'adénosine monophosphate et la guanosine monophosphate. Alors comment on va obtenir ces deux nucléotides à partir de l'IMP? Alors le point de départ IMP qu'on vient de fabriquer maintenant avec les 10 réactions, ce IMP, en présence d'une autre molécule d'acide aspartique, donc toujours le rôle très important de cet acide aminé dans le métabolisme, à la fois des protéines et des acides nucléiques, et on l'a vu aussi dans le métabolisme des glucides. N'oubliez pas, parce que c'est lui qui va donner l'acide oxaloacétique par désamination. Donc cet acide aspartique, en présence du GTP, attention, et non pas de l'ATP, il va donc donner du GDP d'un côté, avec libération de PI, et on obtient cette molécule intermédiaire qui est l'adénylosuccinate, ou l'acide adénylosuccinique. Voilà. Donc c'est la même molécule, avec ici en haut, sur ce carbone 6, la fixation de l'acide aspartique. Il est là. Et une liase maintenant, qui va couper ici cette liaison, et on va garder la fonction NH2 sur les deux cycles, et on obtient notre AMP, notre adénosine 5' monophosphate. Et on reconnaît ici la base d'adénine. Deuxième possibilité pour l'IMP, une oxydation en présence d'une ADP+, une déshydrogénase, et on va ici fixer une deuxième fonction cétone ici sur le cycle de départ du l'IMP. Deuxième réaction, la GMP synthase en présence de glutamine, et on va transformer cet oxygène qu'on vient de fixer en NH2. En présence d'ATP, l'énergie provient de l'ATP. Et on obtient notre guanosine 5' monophosphate ici. C'est le deuxième nucléotide purique aussi qu'on a fabriqué à partir de l'IMP. Une remarque ici, la voie de biosynthèse de l'AMP, elle est inhibée par le produit final, c'est-à-dire l'AMP, et la voie de fabrication du GMP, elle est, elle, rétro-inhibée par le GMP, le produit final. Deuxième remarque, ici, on a utilisé le GTP pour justement activer la voie de biosynthèse de l'AMP, et par contre, on va utiliser l'ATP, l'autre nucléotide, pour favoriser, pour activer la synthèse du deuxième nucléotide purique. Donc l'un va favoriser la biosynthèse de l'autre. Chose qui est logique. Donc quand l'un est en grande quantité dans la cellule, il va favoriser la biosynthèse de l'autre. Donc adénine ou AMP va en parallèle avec le GMP. Voilà, c'est ce qu'on montre sur cette diapositive. Donc, les acides nucléiques ou les nucléotides plutôt AMP et GMP vont contrôler eux-mêmes leur formation.
Donc, par rétrocontrôle au niveau de la synthèse du PRPP, ça on l'a vu tout à l'heure, et son amidation, et par rétrocontrôle de leur synthèse à partir du l'AMP. Donc l'AMP inhibe l'adénylosuccinate synthétase, on l'a vu sur la diapositive précédente, et le GMP inhibe l'IMP déshydrogénase. Donc c'est une régulation croisée. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la synthèse du GTP requiert de l'ATP et celle de l'ATP requiert du GTP. Donc l'excès de l'un va stimuler la formation de l'autre. Et on arrive à ces fameuses réactions de récupération. C'est quoi? Ça se passe en une étape, une seule étape, donc réaction utilisant le PRPP toujours, réutilisation des bases issues de la digestion. Donc c'est une voie très économique pour les cellules. Donc au lieu de 10 réactions qui vont donner la biosynthèse donc, des nucléotides puriques, ici on n'aura qu'une seule étape. Notre PRPP qui va s'additionner à une base et on obtient directement le nucléotide AMP. Donc l'adénine, la biosynthèse de la base qui nous a demandé beaucoup d'énergie et le PRPP aussi, si on les a, on peut les associer directement, la cellule peut faire la liaison entre les deux et former directement le nucléotide. La même chose, si on a une guanine et on a le PRPP, on va fabriquer directement le nucléotide GMP. Même chose, l'hypoxanthine, en présence du PRPP, on va fabriquer donc l'IMP et toutes ces réactions se font grâce à la réaction enzymatique de transférase. Ce sont des transférases qui vont s'occuper donc de la liaison de tous ces composés et on va gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie si les bases sont déjà à la disposition donc de nos cellules. Toujours en ce qui concerne ces réactions de récupération, réactions qui vont utiliser le ribose 1-phosphate et l'ATP, donc pour fabriquer donc, des adénosines, des nucléosides cette fois-ci. Donc au lieu de coller la base sur le PRPP comme on l'a fait avant sur la diapositive précédente, on peut fixer la base sur le ribose directement et on va obtenir donc notre adénosine. Et l'adénosine, en présence de l'ATP, va nous donner notre nucléotide AMP. Et ici, comme il s'agit de phosphorylation, utilisant l'ATP, rappelez-vous, on va utiliser des kinases. Et ici, ce sont des nucléosides kinases. Donc, la chose qu'il faut retenir ici, c'est que ces voies de récupération qui utilisent déjà des bases fabriquées déjà, ils sont à la disposition donc, de la cellule pour en faire donc, des nucléotides, ces voies de récupération sont moins coûteuses en énergie pour les cellules. Maintenant, où va se passer ces synthèses? Alors, le principal organe assurant la synthèse des nucléotides puriques, c'est le foie. Et après le foie, il va l'exporter vers les autres tissus. Alors, encore une fois, on voit un peu l'importance de cet organe qui est le foie. C'est un organe qu'on a vu tout le long du métabolisme. Donc, tous ces composés organiques, que ce soit les glucides, parce que c'est là où on va voir le stockage du glycogène. On l'a vu pendant les protéines. On a vu aussi dans les fameuses lipoprotéines qui vont transporter donc les lipides, ils vont passer par le foie. Donc, et on le voit aujourd'hui avec le métabolisme des nucléotides. Donc le foie, rappelez-vous, il faut le garder à l'esprit, c'est un organe très important au niveau métabolique. C'est lui qui reçoit tout après les digestions et après le métabolisme, et c'est lui qui distribue au reste de l'organisme. Une remarque, certains tissus sont incapables d'assurer cette synthèse. Par exemple, le cerveau, les érythrocytes. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut à ce niveau-là en phosphoribosyle pyrophosphate amidotransférase. Donc, l'utilisation, on va utiliser des purines exogènes qui viennent de l'alimentation d'ailleurs, ou à partir de dégradation. Donc, on ne peut pas
ces organes, cerveau et érythrocytes, ne peuvent pas fabriquer donc des purines endogènes. Par contre, les lymphocytes, ils sont capables d'assurer la synthèse des nouveaux des purines. Et ça se comprend très bien parce que les lymphocytes, si vous pensez un peu au système de défense de l'organisme, du système immunitaire, pendant l'attaque donc par un antigène donc externe, une bactérie ou un virus, pendant cette attaque, pour se défendre, donc l'organisme va donc mobiliser les lymphocytes, ces lymphocytes, donc ces cellules, donc ils vont être dirigés vers soit tuer l'intrus ou bien vers la synthèse donc des anticorps, et ces lymphocytes, ils vont se multiplier en nombre. Et qui dit se multiplier en nombre, ils ont besoin donc d'acide nucléique. Il y a beaucoup de noyaux à mettre en route. Donc c'est pour ça, ces lymphocytes, ils sont capables, ils ont la capacité d'assurer la synthèse des nouveaux, donc des purines. Maintenant qu'on a vu la biosynthèse de ces bases puriques, voyons voir un peu leur dégradation. Voici résumé donc sur cette diapositive la dégradation des bases puriques. Regardez un peu en haut ici, on a non-nucléotides puriques, AMP, le GMP ici à droite, la xanthine, donc la base il est ici, l'IMP, là au milieu, et ces quatre bases donc puriques, voici comment vous le savez qu'on peut passer par exemple de l'AMP à l'IMP, on l'a vu par désamination. Là, on passe de l'un à l'autre. Ou bien on passe de l'adenosine directement à l'inosine, toujours par désamination. Au niveau des nucléotides et au niveau donc des nucléosides. Ici, pour passer de l'AMP à l'adenosine, on utilise des nucléotidases. Donc on enlève la partie phosphate, ici. Et la même chose ici, on va utiliser des nucléotidases pour passer de l'IMP à l'inosine. Toujours on enlève la partie phosphate ici. Même chose ici. Et même chose là. Donc on passe des nucléotides aux nucléosides. Et puis, l'adénosine ici, par désamination, on a dit qu'il va pouvoir donner l'inosine. Et l'inosine, ici, par une phosphoridase, il va pouvoir donc enlever le ribose phosphate, ici le ribose, sous forme de ribose 1-phosphate, en présence de PI, et on obtient la base hypoxanthine. L'UXMP, qui a donné la xanthosine par nucléotidase, lui aussi, il peut, par phosphorylyse, obtenir du ribose 1-phosphate, et on obtient la xanthine comme base. Même chose ici, la guanosine, phosphate, donne ribose 1-phosphate, et on libère la base libre, qui est la guanine. Donc ici, finalement, après l'attaque des nucléotidases, des aminases, et puis ici, des phosphoridases, on obtient des bases libres qui sont hypoxanthine, xanthine et guanine. L'hypoxanthine, il vient des deux bases de départ, des deux nucléotides de départ, l'IMP et l'AMP. Voilà, la base xanthine ici, on peut l'obtenir aussi par, ici, l'oxydation de l'hypoxanthine ou par la désamination de la guanine. Et une fois la xanthine obtenue, on va l'oxyder en présence d'oxygène et on va former de l'eau oxygénée en présence de cette oxydase pour obtenir à la fin de l'acide urique qui est là. Et l'acide urique, lui, il va être éliminé dans les urines. Voilà donc, je répète, les acides nucléiques puriques, ils vont se transformer en nucléosides et puis en bases. Et toutes ces bases vont se transformer en xanthine, et la xanthine, par oxydation, va se transformer en acide urique. Donc le produit final de la dégradation de
ces nucléotides puriques, c'est l'acide urique. Alors, une remarque ici, on peut avoir des défauts du métabolisme de ces bases puriques, de ces nucléotides puriques. D'abord, le syndrome de Lynch-Nian, c'est une maladie génétique rare en rapport avec un déficit de fonctionnement de l'enzyme hypoxanthine guanine phosphoribosyltransférase. Ce déficit entraîne donc un retard de développement de l'enfant avec baisse du tonus musculaire, qu'on appelle hypotonie. Et ce tonus musculaire, cette baisse, elle est généralisée chez l'enfant touché par cette maladie. Deuxième défaut qu'on peut trouver au niveau de ce métabolisme des nucléotides puriques, le déficit en adénosine désaminase, déaminase. Et puis, une maladie que vous connaissez très bien, c'est les calculs rénaux, et qui sont dus justement à la cristallisation de ce fameux acide urique au niveau des reins. Et ça forme justement des calculs qui entraînent justement des douleurs atroces chez les malades qui font ces calculs rénaux. Et puis, une dernière maladie que vous connaissez très bien, qui est la plus fréquente chez les personnes âgées en général obèses, la goutte. Donc là aussi, c'est la cristallisation de cet acide urique au niveau des articulations et notamment au niveau des genoux. Voilà, on a terminé avec le métabolisme des pyrimidines, des purines. On passe au métabolisme donc des pyrimidines. Alors d'abord, on va synthétiser notre base pyrimidique, qui est là, on la voit en bas ici avec les fameux atomes. Donc ici, toujours des azotes et des carbones, comme dans le cas des bases puriques. Et une fois ces bases formées, on va les coller, on va les lier avec le fameux PRPP, qui est maintenant un précurseur très important, vous le savez très bien, et qui a joué un rôle central dans le métabolisme des puriques, des nucléotides puriques. Donc on le retrouve ici. Donc même chose, on va synthétiser la base et on va la coller au PRPP. On vous donne ici l'origine, la source d'où vont venir ces atomes. En rouge ici, c'est la molécule de carbamyl phosphate. Et cette molécule, on l'a vu, rappelez-vous, dans le cycle de l'urée. La première réaction, c'était justement ce cycle, c'était la formation du carbamyl phosphate à partir du CO2 et de l'ammoniac. On a dit que l'ammoniac était dangereux pour l'organisme. Il fallait fabriquer de l'urée qui était NH2CO, NH2. Et le premier composé qu'on avait formé lors de ce cycle de l'urée, c'était du carbamyl phosphate. Donc, je vous renvoie un peu pour revoir un peu ce cycle de l'urée et pour comprendre d'où vient ce composé de carbamyl phosphate. Et les atomes bleus ici, ils viennent de l'acide aspartique. Donc toujours ce rôle très important pour la cellule qui est l'acide aspartique. Donc on va voir un peu comment la cellule va faire pour fabriquer donc ces bases pyrimidiques. Donc on aura besoin donc d'azote. Et cet azote, donc maintenant vous le savez très bien, la molécule et qui donne l'azote, c'est la glutamine. Donc la glutamine, en présence d'acide carboxylique, du CO2 et de l'ATP, il va former du carbamyl phosphate qui est là. Et on va libérer 2 ADP, du PI et du glutamate. On continue pour fabriquer le reste donc de la base pyrimidique. L'étape clé de la biosynthèse des pyrimidines est la suivante. Maintenant qu'on a le carbamyl phosphate, on va faire appel à l'aspartate en présence d'une transcarbamylase. Et il s'agit ici en l'occurrence de l'aspartate transcarbamylase. Et on va obtenir notre carbamyl aspartate. Et on reconnaît déjà ici le squelette donc de la base pyrimidique qui apparaît ici sur cette diapositive. Voici notre carbamyl aspartate. Et maintenant,
une dihydrorotase va déshydrater cette molécule et on va cycliser pour obtenir le dihydroorotate ou l'acide dihydroorotique qui est là. Et dernière étape, maintenant, il suffit d'une déshydrogénase qui va nous permettre donc de faire la double liaison ici de la molécule de notre cycle pour obtenir l'acide orotique ou l'orotate, qui est donc la base purique dont on a besoin. Et ceci se passe en présence donc de coenzyme NAD+. Maintenant qu'on a formé notre acide orotique, qui est là, on va faire appel à notre molécule de PRPP qu'on a synthétisée à partir de ribose 5-phosphate. On va libérer la partie PP et on va coller le ribose phosphate sur notre base. Et on va obtenir l'orotidine 5' monophosphate. Et notre acide orotidylate, maintenant qu'on vient de former, il va subir une décarboxylation. On va lui enlever cette fonction carboxylique ici, et on va obtenir notre fameux nucléotide pyrimidique qui est l'UMP. Et cet UMP, il va se phosphoryler 2 fois. On passe de l'UMP à l'UTP et de l'UTP à l'UTP. Et cet UTP, on va l'utiliser, la cellule va l'utiliser pour justement fabriquer du CTP. Donc on passe ici, il suffit donc d'enlever cette fonction cétonique, la remplacer par le NH2 pour obtenir le CTP. Et ce NH2, il ne peut provenir que de la fameuse molécule de glutamine qui transporte l'ammoniac. Donc une vue globale, et vous allez voir un peu que contrairement aux voies métaboliques de la fabrication, de la production des bases puriques, ici, le chemin est moins long et on dépense beaucoup moins d'énergie que tout à l'heure. Donc le point de départ ici, on a dit que c'est le carbamyl phosphate qui vient du CO2, de la glutamine et de l'ATP. Ce carbamyl phosphate, il va fixer une molécule d'acide aminé, l'aspartate. On obtient le carbamyl aspartate ici. Suppression d'une molécule d'eau, on cyclise. On obtient le dihydroorotate. Ce cycle va continuer donc sa transformation dans la mitochondrie. Une oxydation va donner l'acide orotique. Et c'est là, quand on a formé notre acide orotique ou l'orotate, qu'on va faire appel à notre PRPP. Et ce fameux PRPP va se coller donc à cette molécule pour former l'OMP. Et par décarboxylation, on enlève ce CO- et on obtient l'UMP. Et l'UMP, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va le phosphoryler 2 fois pour passer à l'UTP, puis à l'UTP. Et l'UTP maintenant, il va, en présence de glutamine, va nous donner le CTP. Voilà donc la voie de biosynthèse des bases pyrimidiques. Alors comme la voie de biosynthèse des bases puriques, cette voie des bases pyrimidiques, elle est régulée et toujours on retrouve le même topo, c'est-à-dire les produits vont venir rétro-inhiber leur propre biosynthèse. Donc ici, l'UTP et le CTP, les nucléotides donc pyrimidiques, produits finaux, ils vont venir ici inhiber ces enzymes, l'aspartate transcarbamylase d'une part, par le CTP, et la carbamyl phosphate synthétase par le fameux UTP. Par contre, le PRPP ici, quand il est en quantité suffisante dans la cellule, ça veut dire qu'il va falloir l'utiliser pour fabriquer des nucléotides. Il vient activer, contrairement ici aux produits finaux, il vient activer donc cette voie de biosynthèse. Même chose pour l'ATP. Alors, et pour la thymidine, il nous reste donc cette base pyrimidique qu'on trouve au niveau de l'ADN. Alors, la thymidylate synthase, elle catalyse la formation de la thymidine monophosphate. Comment? Ben, le coenzyme qui va donner donc la fameuse fonction
méthyle qui différencie donc l'UMP ici, si vous regardez l'UMP et la TMP, la thymine ici, et là un méthyle ici. Alors ce méthyle, il vient donc, on a dit que l'acteur qui fait cette méthylation, c'est le N5-indice, acide tétrahydrofolique, en présence donc d'une enzyme qu'on appelle la thymidylate synthase. Et voilà, donc, quand on fabrique l'UMP, il suffit donc de cet acide tétrahydrofolique avec le chaînon monocarboné pour fabriquer donc notre TMP. Et pour finir, donc, on va dire un mot sur les inhibiteurs de la biosynthèse. Ça rentre un peu dans le domaine médical, notamment dans la chimiothérapie, parce que quand on dit chimiothérapie, on pense au cancer, et quand on dit au cancer, on pense à une multiplication anarchique des cellules, donc dans les tumeurs. Et justement, on va essayer, l'une des méthodes, c'est la chimiothérapie, on va utiliser donc des produits chimiques qui vont agir justement sur ces voies métaboliques pour arrêter justement la biosynthèse des nucléotides puriques et périmidiques. Et si on arrive donc à agir à ce niveau-là, on va pouvoir donc arrêter la multiplication, la fameuse multiplication anarchique. Donc on peut agir sur l'évolution des tumeurs. Et justement, je vous donne ici deux exemples. Le fluorouracile, qui est métabolisé en fluorodésoxyrudylate, c'est ce qu'on appelle un substrat suicide. Et pourquoi? Parce que c'est un inhibiteur suicide de la thymidylate synthase. Donc lui, il va inhiber le passage qu'on vient de voir sur la diapositive précédente, le fameux passage de l'UMP à la TMP. Un deuxième produit chimique, l'aminoptérine ou méthotrexate, c'est la méthotrexate, c'est ce composé aussi utilisé en chimiothérapie. Il joue le rôle comme inhibiteur compétitif de la hydrofolate réductase. Donc lui, il va agir au niveau des transporteurs des chaînons monocarbonés. Et quand on réagit à ce niveau-là, on va aussi bloquer la synthèse de la thymidine, comme on a vu sur la diapositive précédente, puisqu'on a besoin d'une fonction méthyle pour passer de l'UMP au TMP. Bon, il nous reste à voir un peu maintenant le passage des nucléotides ribonucléiques aux nucléotides désoxyribonucléiques. Alors la synthèse des désoxyribonucléotides, de nouveau, nécessite une enzyme appelée ribonucléotide réductase, la RNR. Elle est là. Cette enzyme catalyse la formation des désoxyribonucléotides à partir de ribonucléotides. Et la forme la plus connue, la plus courante donc, de cette enzyme est l'enzyme de type 1, et qui a pour substrat donc, les ribonucléotides GDP, ADP, CDP et UDP. Et les produits, donc, qui sont le désoxyribo de guanosine diphosphate, le DADP, le DCDP et le DIDP. Le nucléotide de thymine, donc ici ces nucléotides donc désoxyribonucléiques, ils vont donc donner ce phosphorylé grâce à une kinase. Le DGDP va donner le DGTP, le DADP va donner le DATP, le DCDP va donner le DCTP et le DUDP va donner le DUTP. Le nucléotide donc de thymine, lui, il va provenir donc du DUDP qu'on a synthétisé ici. Donc ce phosphorylant en DUTP, le DUTP va donner le DUMP, donc on passe donc au DUMP. Le DUMP va donner donc le DTMP. Et on passe de l'uracile à la thymine. Et le DTMP va donner donc une phosphorylation donc DTDP. Une deuxième phosphorylation va nous faire passer au nucléotide triphosphate DTTP. Voilà donc comment
se fait ce passage et la place importante donc prise par cette enzyme, la RNR. Ce passage, donc ces réactions du passage des ribonucléotides aux désoxyribonucléotides sont des réactions très contrôlées. En effet, on a ici une régulation de type allostérique de cette enzyme qui est la RNR. La liaison de l'ATP va activer l'enzyme, ce qui va favoriser la réduction du CDP en UDP, en désoxy CDP, et l'UDP en désoxy UDP. De même, une fois le DTTP donc ici formé, il va favoriser donc la réduction du GDP en DGDP. Et par la suite, l'obtention du DGTP qui a son rôle, qui à son tour, va aussi activer, favoriser donc la réduction de l'ADP en DADP. Et par la suite, l'obtention du DATP. Alors voilà, donc l'ATP qui s'est fixé ici sur le site de l'enzyme au départ, ici il va favoriser donc la réduction là et là, et le DTTP une fois formé, il va favoriser donc la réduction ici. De même, le DGTP va favoriser la réduction, la dernière ici, qui permet la formation du DATP. Une remarque ici, quand le DATP est en quantité importante dans la cellule, il va venir inhiber par rétroinhibition la RNR. Donc l'ATP l'active, et une fois arrivé à une quantité suffisante, importante du DATP, il va venir donc lui rétroinhiber l'enzyme. Voilà donc encore une fois l'importance donc des régulations de toutes ces voies métaboliques. En conclusion, on peut dire que les acides nucléiques contrôlent toutes les caractéristiques héréditaires et la séquence de nucléotides dans l'ADN ou l'ARN va coder pour la structure des protéines synthétisées dans la cellule. Les voies biosynthétiques des bases puriques, on a vu, ils étaient plus complexes que celles des pyrimidiques, mais toutes ces voies étaient bien régulées et bien contrôlées. Le rôle central joué par le PRPP et certains acides aminés comme l'acide aspartique, la glutamine et la glycine, dans ces métabolismes, montrent encore une fois l'interrelation métabolique qui existe en permanence dans la cellule entre toutes ces voies métaboliques à la fois glucidiques, lipidiques, protéiques et acides nucléiques. Le nucléotide adénosine triphosphate, l'ATP, on l'a vu dans le métabolisme des glucides, dans le métabolisme des lipides, et on l'a vu aujourd'hui dans le métabolisme des nucléotides, c'est un nucléotide qui, non seulement il rentre dans la constitution des acides nucléiques, mais il fournit la force motrice de nombreux processus métaboliques de la cellule. Et il faut toujours avoir dans l'esprit, et on l'a vu donc tout au courant de l'étude des métabolismes glucidiques, lipidiques et protéiques, que les nucléotides avaient des rôles aussi de coenzymes. Ils agissaient avec des enzymes pour accélérer donc les réactions biochimiques. Donc ils jouaient un rôle très important dans les catalyses des voies métaboliques. Merci pour votre attention.